Romain Raynal, déjà, re-bienvenue. Merci. Remercie. On avait déjà discuté de ton parcours, de comment est-ce que tu en étais venu à être compositeur, sound designer dans notamment le jeu vidéo. Et là, si ça te va, j'aimerais beaucoup discuter de comment est-ce qu'on travaille spécifiquement dans le jeu vidéo, parce que je suppose que on va avoir quelques particularités par rapport au reste de tes compétences. Oui, en fait, c'est vraiment, le jeu vidéo a une particularité, c'est que c'est non linéaire. C'est-à-dire que par essence, la musique est linéaire. Elle a un début, un milieu, une fin qui sont écrites sur des partitions. Et là, de fait, le chef d'orchestre, on va dire, c'est le joueur. Et du coup, qui va faire des choses qu'il va falloir anticiper et de manière non linéaire. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir composer différemment et avoir une approche qui va être plutôt par petits bouts de musique. En fait, on va prendre un morceau entier et plutôt que d'avoir un début, une fin, on va le découper en plein de petites sections qu'on va ensuite nommer et sur lesquelles on va rajouter du code, entre guillemets, pour simplifier, et qui va permettre en fait, on va ajouter des conditions, tout simplement, dire, par exemple, si le joueur fait ça, ça va être tel type de partie qui va être jouée, et ainsi de suite, et créer des règles aussi, de dire, si on passe de cette partie-là à cette partie-là, musicalement ça fonctionne pas, alors il faut rajouter une transition, ainsi de suite. Faut tout diviser dans sa tête, hein, entre guillemets, c'est un exercice quand même assez difficile, ou en tout cas, oui, c'est beaucoup plus long parce que de fait, pour éviter la redondance, on va aussi beaucoup faire de variations. C'est-à-dire qu'on va faire variation 1, variation 2, variation 3, ainsi de suite, pour aussi permettre qu'à chaque fois que la musique se répète, parce que si la personne décide de rester un peu plus longtemps, parce qu'elle lit plus lentement, ou parce qu'elle observe le paysage, ou parce que le facteur a sonné, ça permet en tout cas d'éviter cette sensation qu'on appelle la sensation de boucle. Si on fait tourner quelque chose trop de fois, on se rend vite compte, comme dans les vieux jeux, de la supercherie, on va dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques qui permettent d'éviter de la redondance et aussi beaucoup plus de réactions par rapport à ce que fait le joueur. C'est très intéressant et d'ailleurs, ça a donné des métiers qu'on appelle le music design, qui est vraiment où il y a dans les gros studios, il y a des gens qui sont spécifiques dans leur travail et d'adapter la musique du compositeur et de la décliner pour leur donner vie en jeu. Et donc, parce que pas tous les compositeurs font ce travail-là. Après, ça dépend vraiment et des compositeurs et des projets. Mais c'est une démarche qui est très intéressante, qui aussi donne plein de liberté pour appréhender vraiment les problématiques de manière différente. Et c'est assez stimulant, même si de fait, ça demande plus de travail. Si j'ai bien compris, par exemple, si on joue à un point and click, donc je vois mon personnage, je suis en ville, je suis en train de dialoguer avec un personnage pour faire avancer l'intrigue. Toi, il va falloir que tu imagines l'ambiance de ville, plus la musique potentiellement, que tu découpes chaque bruit potentiel entre les travaux, la voiture qui passe, peut-être un klaxon, un pigeon qui vole au-dessus de notre tête, peu importe. Et que du coup, chaque son, finalement, c'est un fichier que le jeu va pouvoir appeler avec le côté un peu aléatoire dont tu parlais, sachant qu'en plus de ça, il va falloir que tu penses à la musique qui doit coller en plus à cette ambiance-là, mais qu'il faut pas qu'on la sente trop se répéter non plus si le dialogue dure trop longtemps. C'est ça. Quel enfer. C'est exactement ça. C'est l'inverse du cinéma ou enfin en tout cas tous des médias linéaires où on va faire les choses dans leur ensemble. Là, on va faire les choses plus ou moins dans l'ensemble et ensuite on va les découper pour les rentrer dans le moteur du jeu d'une certaine manière où on va attacher justement le son de la voiture à la voiture qui va devenir ce qu'on appelle un objet 3D, un son 3D en tout cas. On va appliquer les différents sons aux choses qui bougent. Après, on a aussi les sons qui sont localisés. Par exemple, l'ambiance de ville, elle n'est pas localisée sur un objet ou quelque chose comme ça. Elle va être, on a du coup 2D, elle va nous englober. Et on va aussi avoir du coup la musique qui est le même principe, qui est un son qui va nous englober. Donc voilà. Donc déjà, c'est la séparation entre les univers qui vont être ce qu'on appelle diégétique et non diégétique, ce qui appartient à l'univers, ce que le joueur voit, donc les voitures, les machins, toutes ces choses-là. Donc ça va être des choses qu'on va du coup rattacher, donc comme je disais, à des objets, et toutes les autres qui le sont pas, mais qui sont très importantes, les ambiances, la musique, le son des interfaces aussi. Donc tout ça, voilà, il va falloir le découper et donner des règles. Et pour la musique, plus spécifiquement, par exemple, le dialogue pourra déclencher
ce qu'on appelle des triggers, mais en fait des déclencheurs, qui vont amener la musique à évoluer peut-être en fonction des ramifications des dialogues. Si, je sais pas, si on répond de manière désagréable, peut-être que ça peut amener à quelque chose, ou en tout cas, quand le dialogue est terminé, on peut aussi jouer une musique qui va nous amener quelque part ailleurs. Ou, enfin, on peut imaginer tout un tas de... Il n'y a pas de choses établies, il y a des choses à établir. Donc voilà. Et après, c'est vrai que le jeu, d'une manière générale, c'est quand même un processus itératif, ce qui fait qu'on va souvent faire des allers-retours pour tester les choses qui marchent pas, et aussi en fonction du budget, si on a le temps de tout, de tout intégrer ou pas. Donc on essaye de s'adapter à toutes ces contraintes. Et c'est vrai que quand on fait les deux, ben, il faut choisir. Savoir que la règle, ça marche au cinéma, à la télé et dans le jeu vidéo, c'est le plus important, c'est la voix. Il faut toujours qu'on ait la voix qui passe devant. Ensuite, on a les sons, parce que les sons nous expliquent ce qui se passe aussi à l'écran. Donc, il faut qu'on les entende. Et ensuite, en dernier, il y a la musique. C'est un peu l'ordre établi. On peut de temps en temps casser pour changer les priorités. Mais d'une manière générale, on est un peu sur cet ordre de priorité. Ouais, j'avais fait Across the Grooves d'un studio bordelais, c'est Nova Box, c'est de la narration interactive où en fait à un moment donné il y a une musique avec des paroles et tout, et en fait vu que c'est un point and click, on décide de ce que le personnage va faire pendant cette fameuse musique, et selon ses choix en fait ça change les paroles. Génial. Ouais. C'est brillant. Ça doit être très compliqué à mettre en place, du coup, mais effectivement, c'est des choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a des outils, on appelle ça des middleware d'une manière générale, mais donc c'est des outils des logiciels qui viennent se placer entre le logiciel de musique et le logiciel du jeu, donc le moteur, qui viennent nous permettre aux musiciens ou aux sound designers de créer des règles. Et donc effectivement, un processus de parole interactif, j'avais jamais entendu parler. C'est très intéressant. Et en termes d'inspiration, on avait parlé dans ton parcours des premiers chocs, que ce soit sur NES ou que ce soit légèrement plus tard avec notamment Final Fantasy VII. Donc ça, c'était l'inspiration générale, on va dire, qui a fait participer donc à ton choix de carrière entre producteur d'un côté et du coup compositeur et sound designer. De l'autre côté, il y a un jeu qu'on a évoqué mais très très rapidement. C'est un jeu qui s'appelle Monkey Island. Et pour toi, en fait, tu m'en avais parlé un peu rapidement, mais c'est vrai que il y avait une valeur particulière à ce jeu, notamment par rapport à l'interaction. Est-ce que tu peux nous parler un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent de nom, mais c'est vrai que potentiellement, il y a des trucs en plus à en dire. C'est ça. Alors, il faut savoir, Monkey Island, ça sort, je pense, en 92, quelque chose comme ça. Alors, c'est développé par LucasArts, qui est donc la branche jeux vidéo des studios de George Lucas. Et donc le premier Monkey Island sort, une musique, super accueil et tout ça, vraiment succès critique et commercial. Donc un point and click qui a vraiment défini un peu la patte, ce qu'on appelait la patte LucasArts. Et donc ils ont sorti un deuxième épisode, et sur le deuxième épisode, ils ont voulu vraiment tout améliorer, et donc notamment l'audio. Et c'est là où ils ont mis en place un système qui s'appelle iMuse, je crois. Parce que je sais plus si c'est iMuse ou Musix, parce qu'il y a deux logiciels qui sont sortis en même temps, qui avaient plus ou moins le même nom. En tout cas, ils ont sorti ce logiciel qui permettait en fait c'est le premier middleware dont je parlais juste avant, qui a permis de faire de l'interactivité par rapport aux choix de dialogue dont tu parlais, qui ont permis par exemple de faire des sorties de musique qui vont être différentes en fonction des choix de dialogue qu'on aura fait, qui vont permettre de mettre des états et de faire des changements de musique à la volée, de manière transparente, qui était vraiment géré par un système assez fou. Et donc ça a été créé dans les milieu des années 90, même un peu avant. Donc c'est vraiment un outil qui était excellent et qui est vraiment quasiment ce qu'on utilise maintenant aujourd'hui et qui s'est démocratisé. Mais à l'époque, quand c'est sorti, ça fait pas un bid, mais c'est-à-dire que personne ne s'en est rendu compte. Que ce soit les joueurs, les journalistes ou même les équipes, les gens n'ont pas remarqué que le système était interactif. Ils ont adoré la musique, mais ils se le sont pas ils ont pas vu que c'était interactif, qui est assez fou. Et en même temps, alors ils étaient très déçus. je vous le cache pas, mais en même temps, je me dis que c'est qu'ils avaient réussi. Parce que si on voit les ficelles d'un tour, en fait, le tour fonctionne pas. Alors, de fait, là, les gens se sont rendus compte de rien et ça a accompagné la narration. Donc, c'est pas très satisfaisant pour l'ego, mais du coup, la mission était accomplie. Ce qui fait qu'après, ils ont un peu laissé ça de côté, mais petit à petit, c'est revenu sous d'autres formes. C'était assez intéressant et jusqu'à, on va dire, à partir de 2010, où ça commençait à vraiment à se normifier, on va dire.
de se normaliser, pardon, Ah, avec des outils comme Wise et Fmod qu'on utilise aujourd'hui. parce que c'est fou parce que alors le secret de Monkey Island c'est 90, donc ça sort sur Amiga, Ok, PC, ok, Atari, Mega CD. Le 2 c'est ouais. un an plus tard seulement. Ok, d'accord. Ok, j'étais vraiment, C'est fou, hein. j'ai 91 du coup. Ok. Ouais. Oui, donc Et c'était vraiment, vraiment en avance. c'est Euh, incroyable. Et The Curse of Monkey Island, c'est 97. Donc le troisième opus, ok. en fait, c'est Ouais, ouais, et voilà. Et le dernier, ouais. évidemment, c'est 2022 avec le retour à Monkey Island. Ça Ok. c'est bizarre, ouais. Donc du coup c'était en 91, donc c'est vraiment chapeau d'avoir fait ça. C'était pas le seul, mais vraiment c'était le premier. C'est hyper intéressant et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, tout est normalisé. Il y a des outils, il y a des formations entières. Il y a c'est devenu un métier même de faire ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est devenu du music design. Mais c'est très intéressant de voir justement, comme c'est un média qui est très jeune, de voir justement cette évolution-là. Ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir des outils standardisés, c'est aussi ces équipes où ils étaient, je sais pas, 5 ou 6, à innover avec des... Ça changeait tous les jours. On utilisait du MIDI à l'époque sur PC, donc il fallait des cartes son pour jouer ces sons-là. Il y avait tout un monde à inventer en fait. Ça devait être assez fou d'y participer, hein. Même si, de fait, les outils qu'on utilise aujourd'hui sont quand même hyper confortables et où on peut aller encore plus loin. Bah, d'ailleurs, toi de ton côté, tu as participé et tu participes à des compositions pour du jeu vidéo et du sound design. Pour parler d'abord de la première partie, tu as participé au jeu The Green Room, qui est un jeu d'énigmes, si j'ai bon, que j'ai pas encore The testé. Green Room Experiment. Ah, The Green Room Experiment. Et du coup, bah, on va écouter le thème principal que tu as réalisé pour pouvoir en discuter un petit Oui. peu. De retour sur Radio Clapas 93.5 FM, nous sommes avec Romain Rénal, on vient d'écouter le thème principal de The Green Room Experiment que tu as réalisé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail que tu as fait? Comment est-ce qu'on en arrive à avoir un thème comme ça qui va illustrer un jeu, et plus tard aussi quelle différence on va avoir sur, tu fais un thème et d'un coup ensuite il faut le transposer à cette interaction? Alors, en l'occurrence, pour ça, donc c'est un projet que j'ai avec mes frères, donc où Maxime est le développeur principal et Vivien s'occupe plus de la DA. Et donc, c'était une conversation, et ce qui est souvent le cas de toute façon, c'est souvent une conversation où je vais pas faire quelque chose dans mon coin. C'est vraiment, j'ai fait des itérations, on a testé, et puis vraiment, ils avaient une idée de ce qu'ils voulaient. Donc, c'était des échanges, surtout, c'est quand même des histoires d'humains. Donc, c'est souvent des échanges, des itérations, où ils m'ont décrit exactement ce qu'ils voulaient. Il m'avait parlé de quelque chose de lancinant, de quelque chose qui se répétait. Donc il fallait vraiment trouver un motif. En fait, c'est basé sur un motif qui est un peu. On a l'impression que c'est assez asymétrique. Au final, c'était symétrique, mais il y a cette sensation d'asymétrie. Il m'avait parlé de Steve Reich, il m'avait parlé de trucs comme ça. Donc ils m'ont quand même guidé sur le processus de la façon dont eux artistiquement ils l'entendaient et de ce qu'il fallait retranscrire, parce que faut pas oublier, quand on compose pour du jeu vidéo ou pour du cinéma, on est au service de la vision de quelqu'un. Donc après, on apporte notre univers, mais on vient quand même là pour le but. On est
une fonction entre guillemets. Et donc voilà, donc l'idée c'était ça. Ensuite, du coup, on a construit plus ou moins, c'est-à-dire voilà, il faudrait que d'abord que ça fasse ça. Ensuite, ça descend un petit peu. Ensuite, il se passe ça. Peut-être une partie plus percussive. Enfin, voilà. On a plus ou moins, en tout cas, discuté de ça. Et puis après, voilà, j'ai commencé à itérer dessus. On a fait ça ensemble. Donc moi, j'étais sur le piano et je leur jouais des trucs jusqu'à ce qu'ils me disent ah ça c'est cool, ça on va partir là-dessus. Et donc voilà, vraiment c'est un travail de. C'était aussi pour fixer un univers. C'est vraiment le travail de. C'est ce que je faisais, ce que je disais, ce que je faisais avec les artistes, d'aller fixer l'identité sonore. Donc le main theme, en fait, il apparaît pas en jeu. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, il est là uniquement sur l'intro, les trailers. Il est là juste pour rattacher l'image à un son en fait, parce qu'après en jeu, comme c'est un jeu d'énigmes, c'est quand même beaucoup plus calme et beaucoup plus lancinant, en tout cas, bref, écrasant. Donc c'est des choses qui sont plus organiques et moins musicales, on va dire, en tout cas de prime abord. Et donc on avait vraiment fait ça comme ça. Et donc ça a été pensé voilà comme une grosse musique de trailer. On va dire, mais qui dure 3 minutes et qui va explorer les différents visuels du jeu. Et ça a été fait comme ça, donc c'était vraiment ce processus-là. Et après, toutes les autres musiques qui ont été composées étaient là plutôt pour avec une autre atmosphère. Et là, du coup, comme c'est des musiques qui sont, on pourrait presque appeler ça c'est de la musique d'ambiance ou de l'ambiante. En tout cas, j'ai sur chaque univers, parce que c'est un jeu où on vit en fait à l'intérieur, enfin on revit des rêves. C'est une séance d'hypnose et donc la personne va parcourir son passé plus ou moins et donc des moments marquants. Et donc il y a plusieurs biomes, ce qu'on appelle des biomes. Et chaque biome, j'ai utilisé des sons musicaux, mais qui correspondaient à des sons qu'il y avait. C'est-à-dire que par exemple, il y a un endroit où c'est très métallique. J'ai utilisé des sons métalliques à l'intérieur pour créer la musique, histoire de marier cette ambiance et cet univers, de lui donner de la cohérence musicale. Donc c'est assez intéressant comme travail et de le faire pour toutes les différentes parties. Donc voilà. En tout cas, là pour le coup, comment j'ai procédé pour ce projet-là. Après, chaque projet, c'est vrai, est différent. Mais généralement, ça commence toujours par des discussions et c'est la clé du travail. Là, je suis en train de le faire exactement la même chose pour un autre projet. Et justement, on est sur des échanges de on essaye l'instrument, dire que celui-ci va avoir plus d'impact. Non, il faudrait que, enfin, voilà, c'est vraiment des allers-retours avec les gens qui créent le jeu et pour essayer de donner vie. Et toutes ces choses qui paraissent aussi, enfin, on s'en rend pas compte quand on l'entend. Et le but, c'est de toujours pas s'en rendre compte quand on l'entend. Mais en tout cas, que ça donne, ça nous apporte, comment dire, la sensation ou l'effet escompté. Et donc ça vient dans la vision de la personne qui fait le jeu, qui a la vision globale en général. Et par rapport à ça, quand tu as des missions justement sur un jeu où tu vas faire à la fois le thème, les ambiances, peut-être même le sound design, où il va s'agir de ce que les gens se rendent pas compte, mais c'est vrai que par rapport au cinéma par exemple, bah forcément tous les sons vont devoir être créés pour le jeu, un peu comme si c'était un film d'animation, avec la particularité, comme on en a discuté, de l'interaction qui fait que on est obligé de tout mettre dans des cases pour que le code du jeu finalement appelle les sons comme il faut. Là, est-ce que tu penses l'ensemble ou est-ce qu'il y a cette idée de tiens, je vais ancrer l'univers d'abord, hein, puis travailler finalement les différents biomes, donc finalement les différents univers pour les gens qui se figurent pas trop ce qu'est un biome. C'est comme si vous aviez tout un niveau qui se passe en forêt et un autre qui se passe en montagne sous la neige. En fait, vous avez deux biomes différents qui vont obéir à deux ambiances différentes. Peut-être que sous la neige, il y a un peu plus le côté tempête, venteux, alors qu'en forêt, ça va être plus calme avec une ambiance plus avec des animaux autour, etc. Et c'est vrai que est-ce que tu penses tout ça en tout, ou est-ce que là aussi tu mets dans des cases Alors, je mets un peu dans des cases, dans la mesure où tout ce qui concerne la musique, je la fais sur un ordi, et tout ce qui concerne le sound design, je le fais sur un autre ordi, parce qu'en fait, je fais la musique sur Mac, et tout ce qui concerne le sound design et l'intégration, je le fais sur PC. Ce qui fait que déjà, ça me permet alors j'ai tout câblé de sorte que j'appuie juste sur un bouton, tout change, que ce soit clavier, souris et les écrans. Mais toujours est-il que ça fait changer de casquette un petit peu. Donc déjà, j'ai l'impression d'avoir deux casquettes, c'est-à-dire celle de compositeur et celle après de sound designer intégrateur, on va dire. Donc déjà, ça permet un petit peu de se séparer dans la tête. Après, en général, pour la musique, j'aime bien d'abord fixer un main theme, ou en tout cas, pas forcément un main theme, mais s'il y a, là, je sais pour le jeu sur lequel je travaille, il y a 3 univers qu'il faudrait, ou 3 émotions
qu'il faudrait rattacher à de la musique. Donc l'idée, c'est de créer ces 3 émotions, même si c'est pas les thèmes définitifs, mais c'est d'avoir fixé ça musicalement avant de commencer à composer, parce qu'il faut avoir fixé en fait la base du vocabulaire. C'est un peu ça. Et pour le sound design, c'est un peu la même chose, même si du coup, comme sur le sound design et l'intégration, il y a tout le système à créer aussi, de rattacher au son. Ça prend plus de temps, donc du coup, on commence généralement à faire, on appelle ça du sourcing, commencer à aller chercher des sons, enregistrer des sons qui pourraient correspondre pour avoir une base aussi, de la même manière, une base de vocabulaire, une base de son qu'on va pouvoir intégrer. Enfin voilà, c'est un peu comme ça. Et après, je fais des allers-retours en fait, en fonction des besoins et de l'avancée. Mais du coup, oui, ça me donne vraiment cette sensation de changer de casquette à chaque fois, en tout cas. Ce qui est plutôt sain pour l'esprit. Bah là, notamment, il y a un son, tu m'en as envoyé plusieurs. Il y en a un qui m'a un petit peu évoqué quelque chose, c'est un son de validation. Parce qu'en plus, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Je propose de l'écouter et justement derrière, pareil, de le décortiquer un peu parce que c'est un peu particulier. Surtout si on connaît pas le jeu auquel c'est associé, c'est vrai que c'est un peu voilà. On sait juste que c'est un son de validation. On écoute ça. Alors là, comment est-ce que tu t'y es pris? Comment est-ce que ça se crée en fait? Alors évidemment, il y a les interactions avec le studio et la volonté derrière, mais à quel point c'est difficile? C'est toi qui dois prendre les sons? Tu te sers de banques déjà existantes? Alors, tout dépend. Là, dans ce cas-là, moi, je travaille pour un studio qui s'occupe de l'audio, qui s'appelle Arcade Sounds. Et donc, c'est eux qui m'engagent pour travailler sur ce projet, qui est donc un projet fait par un studio qui s'appelle Double Jack. Le jeu s'appelle Maestro. Donc là, en l'occurrence, c'est pour un jeu c'est un des DLC. Et c'est un son pour valider quand on sélectionne le DLC qui est le DLC piraterie, avec plein de musique qui concerne la piraterie, d'où les vagues et les choses dont on a entendu. Après, c'est des discussions en fait avec le directeur audio Antoine qui me dit bah écoute, on aurait besoin de son de validation. Des fois il me donne des indications, c'est quelqu'un de très professionnel, donc il va me donner quelques indications pour savoir ce dont j'ai besoin. J'ai le visuel aussi souvent. Alors des fois c'est le visuel qui est un peu en cours de création, donc des fois c'est très sommaire, des fois c'est juste un concept art où les écrans ça ressemblera potentiellement à ça. Donc après voilà, je calcule le temps d'animation à peu près, et puis après je prends, alors des fois sur des banques de sons, des fois on crée le son sur mesure avec le micro, avec les choses que j'ai dans le studio, ou alors après aussi avec des synthétiseurs où on crée des sons de synthèse. Là en l'occurrence c'est un mélange un peu des deux, c'est un mélange donc là pour ce son il y a il y a un son de vague très simple, une mouette, et ensuite il y a aussi un son de whoosh qui est là, donc ça c'est un son synthétique généré pour accompagner en fait le moment de validation. Il fallait pas que ce soit trop fort, pas genre un gros son. Donc voilà, il fallait un mélange de tout, et ça a été plusieurs allers-retours en disant ah peut-être là j'avais mis plus de mouettes, là enlève-en, ou ces trucs, des allers-retours comme ça pour essayer de fixer ce que pensent ce que veulent les développeurs, que moi j'ai en tête aussi, parce qu'au final j'aurais pu très bien utiliser mille autres choses. J'ai fait plein de tests jusqu'à arriver à cette conclusion que la vague ça marchait bien. Et donc voilà, c'est ça, c'est vraiment des allers-retours et des discussions. On en revient un peu plus ou moins au même, mais voilà, et on utilise là, et du coup il y a une juxtaposition d'une dizaine de sons je pense pour arriver à peut-être un peu moins, pour arriver à une sorte de nouveau son qui n'existe pas Ouais. dans la nature, on va dire. Et alors là, j'ai une dernière question qui est très compliquée et pourtant c'est presque une réponse par oui ou non, mais que peut-être les gens vont se poser. Malheureusement, ce serait presque un épisode entier. Très rapidement, très succinctement, dans ces sons-là qu'on a entendus et même dans ton travail en général, tu utilises l'intelligence artificielle? Non. Voilà. Merci. Non, Non, non. tu comptes pas l'utiliser. En vrai, il y a des logiciels qui utilisent des algorithmes. Donc, c'est-à-dire que il y a 5 ans, on disait d'ailleurs un logiciel que j'utilise qui en fait écoute l'audio et fait des suggestions d'équalisation. Bref, il y a 5 ans, ils disaient que c'était un équalisateur intelligent, et maintenant ils disent que c'est de l'IA. Donc ils ont juste changé. En fait, c'est juste après des algorithmes en fait tout simplement des algorithmes. Mais après, il n'y a pas de génération au sens où on entend avec de l'IA. Il n'y en a pas dans le milieu, enfin j'en ai pas vu dans le milieu professionnel encore, parce que en fait c'est des produits clés en main, et on peut pas avoir ces échanges et arriver
à quelque chose d'aussi précis en utilisant des outils génératifs qui sont très conventionnels. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications et pour en plus un cœur de métier, même si il y a plusieurs métiers qui sont représentés là, très complémentaires. Et puis, bah, merci beaucoup Romain pour nous présenter tout ça. Écoute, merci pour l'invitation. Bah, j'espère à très bientôt sur Radio Clapas. Et puis, bah écoute, on peut te retrouver sur romainrenal.fr. C'est ça. Voilà, pour avoir notamment des extraits à utiliser, etc. Et bah, de voir un peu les jeux sur lesquels tu auras travaillé avec les nouvelles annonces bientôt. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À bientôt.